Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Famicast. Je suis Julien, alias joueur citoyen, et je suis en compagnie de celui que vous connaissez peut-être comme Guy the Fighter ou peut-être comme El Dindon. En tous les cas, bonsoir Guillaume. Bonsoir Julien, bonsoir Porky. Bonsoir tout le monde. Je suis également accompagné de Dimitri, plus connu sous le pseudonyme de Porky. Comment vas-tu Porky ? Bah écoute, ça va bien. Alors avant toute chose, nous allons faire un point sur les plateformes de streaming actuellement disponibles pour écouter le podcast, puisque ça a été demandé plusieurs fois. Dès à présent, vous pouvez écouter le podcast directement depuis le site famicast.fr et sur notre chaîne YouTube. Très prochainement, nous ajouterons Spotify, iTunes et Google Podcast. Je vous demande juste d'être un petit peu patient. Et si vous avez un besoin spécifique, une plateforme sur laquelle vous voudriez qu'on upload le podcast, n'hésitez pas à nous le demander pour qu'on se penche dessus. Mais pour en savoir plus, je vous invite de toute façon et notamment à suivre le Twitter de Famicast. On vous y tiendra au courant. Mais revenons-en à nos moutons. C'est l'été, il fait chaud, très chaud, et peut-être que vous en avez profité pour vous baigner dans l'eau de la mer ou pour vous allonger sur le sable chaud. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de nous rendre sur l'île de Cocolint, puisque dans ce deuxième épisode, nous allons prendre un bain de fraîcheur et un petit coup de vieux au passage, puisqu'en effet, nous allons discuter de celui que l'on appelle parfois Zelda 4, à savoir Link's Awakening, qui est initialement sorti en 93 et dont on attend le remake pour septembre de cette année. Est-ce que vous avez prévu d'y jouer, vous les amis ? Porky ? Alors oui, mais j'ai peur qu'il altère mon souvenir sur le jeu. D'accord, Dindon ? Moi, ce sera Day One, hein. J'ai déjà précommandé le collector et je suis totalement chaud bouillant pour me lancer dessus. C'est vrai qu'il a l'air charmant, en tout cas de ce qu'on en a vu pour l'instant. Le mois de septembre sera aussi marqué par la sortie de la Switch Lite, une petite Switch plus transportable qui peut-être, je dis bien peut-être, scellera définitivement le sort de l'honorable 3DS. On fera donc un point sur les folles années 3D de Nintendo, en discutant de ses consoles, de ses jeux, de ses réussites, de ses échecs, ainsi que de son héritage. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute, et n'oubliez pas d'écouter les conseils du hiboussage. Alors, The Legend of Zelda, Link's Awakening, un épisode de Zelda plus que singulier, souvent considéré comme l'un des meilleurs épisodes, si ce n'est le meilleur pour certains. Il est d'abord sorti en 93 sur Game Boy, il est ensuite sorti sur Game Boy Color en 98 dans une version Deluxe, qui contient quelques ajouts, dont la couleur, un gros ajout d'ailleurs. Et un donjon. Et un donjon, effectivement, et une compatibilité avec le Game Boy Camera. On le retrouve encore en 2019 dans un remake complet sur Switch, cette fois, donc là, on repart de zéro. Avec quel degré de fidélité, ça, on le découvrira en temps et en heure. Alors, comment vous l'avez découvert, vous, cet épisode ? Est-ce que c'était votre premier Zelda, par exemple, Dindon ? En fait, moi, je l'ai découvert quasiment dans la foulée de Zelda 3, donc le jeu Super Nintendo. À l'époque, j'étais carrément, on va dire, charmé par le jeu Super Nintendo et le jeu Game Boy, donc Link's Awakening, est sorti une année après. Parce que en France, Zelda 3 était sorti en septembre 92. Link's Awakening, c'est décembre 93, donc il y a à peu près un an. Donc je l'attendais énormément. Et c'est un jeu qui reprend grosso modo la même formule tout en rajoutant quelques nouveautés. Et moi j'étais totalement charmé et ça fait partie même maintenant d'un de mes 3 Zelda préférés. Alors c'est vrai que d'après ce que tu dis, il y a un lien très fort entre Zelda 3 et Zelda 4, donc ce Link's Awakening, c'est notamment qu'ils ont tous les deux été réalisés par Takashi Tezuka. Oui, tout à fait. Et même, maintenant, si on regarde les timelines plus ou moins officielles qui ont été lancées par Nintendo, notamment de Hyrule Historia, ils présentent, si je ne me trompe pas, Link's Awakening, pas forcément comme la suite directe de Zelda 3. Alors que à l'époque, pour moi c'était clair et net, tu regardes la notice, il y a marqué qu'après avoir délivré Hyrule, Link part sur son bateau, patati patata. Donc c'était censé, au moins à l'époque c'était totalement considéré comme la suite de Zelda 3. Il n'y avait pas de doute dessus, donc que ce soit au niveau du gameplay ou même de la suite de l'histoire, c'était clairement le successeur du jeu Super Nintendo. Ouais. Et alors toi, Porky, comment tu l'as découvert Zelda 4 ? Mais moi, sur le tard, en fait, quand Zelda 4 est sorti, j'avais 4 ans. Donc, je l'ai découvert après la sortie d'Ocarina of Time, où j'ai commencé à faire mon éducation sur le jeu vidéo. Et j'ai découvert Zelda 4 de la plus belle des manières, avec des yeux d'un enfant. Enfin, voilà, c'est
c'est clairement le meilleur jeu Game Boy. Bon, est-ce que c'est le meilleur? En tout cas, c'est sans doute l'un des meilleurs, sans problème. Et en ce qui me concerne, je l'ai découvert assez tard aussi, comme toi, Porky, mais pas parce que... j'ai pourtant eu une Game Boy classique, hein, mais j'étais complètement passé à côté. Et donc, en fait, je l'ai acheté quand il est sorti sur Game Boy Color, la version Deluxe. Et ça n'était pas mon premier Zelda, mais... J'ai été vraiment impressionné à l'époque par sa capacité à reproduire et à développer surtout des mécaniques Zelda sur une console portable. À l'époque, justement, quand j'ai eu la Game Boy, quand mes parents m'avaient offert une Game Boy, j'avais des jeux un peu plus limités comme Alien Olympics, je sais pas si vous le connaissez, ou ce genre de jeu ou la conversion de Mr. Nuts sur Game Boy. Et du coup, Zelda 4 quand même, c'est une claque parce que il reproduit sinon mieux les éléments de Zelda que Zelda 3. Enfin, c'était quand même assez impressionnant. Si tu mets le côté technique en fait de côté, on va dire les graphismes, hein, pour faire simple, c'est exactement un Zelda, en fait le Zelda Super Nintendo mais sur Game Boy. Il n'y a pas de concessions qui ont été faites au niveau du gameplay. Tu retrouves les donjons sont réfléchis, sont profonds comme le jeu qui est sorti sur Super Nintendo. Donc oui, il n'y a pas eu de concessions qui sont faites sur ce niveau-là, sauf sur les graphismes, ce qui est évident vu le hardware qui était la Game Boy. Ouais, voilà, c'est pas une version au rabais en fait, c'est vraiment un jeu complet, quoi. Ah bah disons qu'en plus à cette époque-là, c'était assez rare d'avoir des jeux portables de cette qualité. Mais même au niveau des jeux qui sont au tour par tour, des RPG, par exemple les premiers épisodes de Saga, c'est pas ça quoi. Là vraiment, bah après il y a quand même un avantage, c'est que Nintendo connaissait peut-être mieux le hardware que d'autres développeurs. Hein. Ça joue hein, forcément, parce que c'est quand même une prouesse technique hein, cet épisode-là. Bah, faire tenir tout ça dans une cartouche, fallait quand même le faire, mine de rien. Après, j'ai plus la date de sortie de la Game Boy, je crois que c'est 89, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Ouais, c'est 89. Bah, mine de rien, ça faisait comme 4 ans qu'elle était sortie, quand le Link's Awakening est sorti dans le commerce. Donc Nintendo a eu le temps de bien maîtriser sa console et la tirer dans ses derniers retranchements. Mm-hmm. Et après, au-delà de... Enfin, je sais pas, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais au-delà de cet aspect technique, au-delà de ces éléments de gameplay, donc le donjon, etc., il y a quelque chose qui est spécifique à ce Zelda 4 et qui m'a beaucoup séduit, moi, à l'époque. Enfin, c'est tout ce côté un petit peu charmant qu'on a dans les dialogues, dans l'écriture, etc. Voilà, on va prendre le téléphone, dring, Pepe Loramolo à l'appareil, Madonna à l'appareil, les petits gamins qui savent plein de choses mais qui n'en savent pas trop parce qu'ils ne sont que des gosses. En fait, comme tu disais tout à l'heure, Porky, à travers les yeux d'un enfant, c'est vraiment exceptionnel, hein, ce Zelda 4. C'est un appel à l'aventure, sans compter que avec le recul maintenant, tu vois tous les niveaux de lecture où tu vois en fait c'est le mot est peut-être un peu fort, mais un best-of des jeux Nintendo. T'as Mario, t'as le personnage de SimCity, le maire. T'as une multitude de références. Et en fait, à chaque run, tu redécouvres le jeu. Ouais, mais je suis d'accord. Et ça, c'est justement un des trucs que j'ai noté moi dans mon déroulé pour faire le podcast, c'est que ce jeu, il possède énormément de détails. Pour un jeu de cette taille-là, c'est-à-dire de quelques kilo-octets, hein. Je suis même pas sûr qu'il fasse un méga, il faudrait voir, mais il faudrait regarder la ROM combien elle pèse, mais c'est un jeu qui est bourré de détails, comme tu dis, t'as effectivement des peluches Yoshi, des machins, t'as le maire Ride de SimCity, t'as le vendeur qui te pulvérise si tu lui piques un objet, t'as plein de choses à droite et à gauche, tu vois que chaque tableau, chaque écran, il a été travaillé vraiment de façon... T'as même carrément une zone où tu peux te lâcher et couper toutes les herbes. C'est vrai qu'il est assez bien foutu, il est très détaillé. Et ça, c'est quand même une de ses grandes qualités. Hein. Il a un énorme souci du détail. Puis bon, après, il y a aussi ses musiques, hein, merveilleuses musiques. Après, le thème du jeu est quand même basé sur la musique. Donc ça serait dommage que entre guillemets, l'outil principal soit loupé. Justement, c'est un parallèle, c'est que moi, pour avoir découvert le jeu après Ocarina of Time, je m'étais dit, mais en fait, dans tous les Zelda, en fait, t'as un instrument de musique. C'est un jeu basé sur la musique. On t'imagine un peu ma déception sur Twilight Princess quand ça s'est révélé faux.
Mais c'est vraiment peut-être l'épisode le plus musical. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. Et puis après tout, on va pas chercher des fragments de Triforce, mais bel et bien des instruments de musique. Pour autant, ça veut pas non plus dire grand-chose, parce que tu vois que les différents opus plus récents de Castlevania avaient tous, par exemple, un rapport à la musique dans le titre, et puis finalement, aucun, mais vraiment, quand je dis aucun, c'est aucun, zéro, nada, in-game. Donc après, c'est un petit peu le cas aussi, je trouve, des autres épisodes de Zelda, même si effectivement, t'as vraiment l'Ocarina of Time lui le porte dans son titre, mais les autres ça reste pas non plus un élément central contrairement à Link's Awakening en fait. Non mais je m'en souviens qu'il avait la baguette du vent dans Wind Waker, donc je m'étais toujours attendu à avoir entre guillemets un instrument de musique spécifique au jeu. Moi en fait ce qui m'est marqué aussi dans Link's Awakening, c'était son ambiance qui était quand même assez particulière et qu'on n'a jamais retrouvé finalement dans nos Zelda. Il y a Majora's Mask aussi qui est un épisode un peu à part, qui sur certains points ressemble assez à Awakening dans son ambiance, un côté un peu plus sombre ou mélancolique. Sauf que là où Majora's Mask est clairement un peu dark, Awakening c'est assez particulier parce qu'il y a à la fois de l'humour, un peu absurde, mais en même temps beaucoup de mélancolie par rapport ne serait-ce à l'histoire du jeu, parce que bon, c'est un jeu qui a 30 ans, donc on peut raconter la fin mais bon, Link est quand même dans un rêve, et donc tout le monde dans lequel se déroule le jeu disparaît à la fin, dans une belle musique, dans la scène de fin, donc c'est assez touchant. Enfin, moi je sais que c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque, et on se rend compte quand même au fil du jeu, au fil des donjons, etc., que finalement on n'est que dans un endroit qui est destiné à être que temporaire. Et c'est une ambiance qui monte un peu crescendo, et on n'a jamais retrouvé ça en fait dans Zelda grosso modo. Et voilà, ça, je pense que c'est ce qui a contribué aussi à faire tout son charme. Il n'aurait pas eu cette ambiance, ça aurait été tout de même un excellent Zelda, parce qu'au niveau du gameplay, voilà, il y a tout ce qu'il faut, c'est parfait. Mais je pense que c'est cet enrobage, cet univers très particulier qui fait qu'il reste plus particulièrement dans le cœur des gens. Alors justement, cette ambiance qui est quand même très singulière, comme tu le dis, attention dans le remake, est-ce qu'on va la retrouver ? Ça, pour moi, c'est vraiment la question qui me fait vraiment craindre une déception. Sur quel point en fait tu as peur qu'on la retrouve pas, pour savoir, enfin, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on la retrouve pas d'après toi? C'est par rapport à la technique, au graphisme? Alors, il y a plusieurs trucs. Alors, déjà, j'avais trouvé que là, pour y avoir rejoué il y a quelques jours, du coup, pour un peu déblayer le terrain, notamment au niveau de l'écriture, il y a vraiment un petit truc en plus. C'est quand même un jeu de 93, et j'ai trouvé que le travail de localisation, il était exceptionnel. Là, par exemple, je me refaisais ces derniers jours Golden Sun. Golden Sun que je n'avais jamais fait en français, et bon bah là tu vois il y a 5 classes d'écart entre, et en fait dans cette écriture là il y a vraiment un truc super touchant, super fin, qui est notamment dû je pense en fait aux faibles capacités de mémoire des jeux Game Boy. Et par exemple j'ai un peu peur que le jeu devienne plus volubile et qu'on perde un petit peu parfois de ces dialogues qui sont très francs, directs, très rigolos, etc. Et puis bien évidemment les musiques elles sont très particulières, et là aussi j'ai peur que quelque part on ait qu'on ait des remixes plus modernes, plus etc. Donc et qu'on perde un petit peu ce qui faisait aussi le charme de Link's Awakening. Mais après je sais pas, peut-être que je fabule, mais c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Mais déjà, à la vue des screenshots, j'ai l'impression qu'on est sur autre chose, parce qu'on est sur quelque chose un petit peu plus enfantin, un petit peu plus rondouillard, un petit peu plus, peut-être plus coloré aussi. Enfin, forcément, pour un jeu monochrome à la base, c'est pas compliqué. Mais c'est ce qui m'inquiète un petit peu, et j'espère être bien évidemment agréablement surpris. Moi, pour le côté technique et visuel, en fait, j'ai eu l'occasion de tester la démo du jeu à Japan Expo pendant un quart d'heure, donc ça a permis d'aller du début du jeu jusqu'au premier tiers du premier donjon, parce que comme je me rappelais du jeu par cœur, j'ai bombé en connaissant tous les chemins. Visuellement, pour moi ça fait clairement le boulot, et j'ai pas senti de décalage. En fait ça rend quand même beaucoup mieux quand tu l'as dans les mains que quand tu regardes les trailers sur ton PC. Ça c'est clair et net, et j'ai pas senti en fait
baisse comment dire, dans l'émotion que pourrait retransmettre le jeu. Après, pour les musiques, ça c'est un point que j'ai pas trop pu vérifier, parce qu'avec tout le bruit ambiant à Japan Expo, j'entendais quasiment rien. Donc voilà, ça il faudra voir ce que ça donne. Après, moi je pars plutôt confiant. À la limite, ça sera plus sur le ressenti, comment dire, en termes de gameplay, comment il s'adapte à la Switch, que je serai vigilant, plus que sur l'ambiance, où j'ai l'impression que ça devrait être quand même assez respectueux du jeu d'origine. Mais toi, Dindon, qui a testé le jeu, est-ce que tu as toujours cet effet plastique au niveau des graphismes ? Oui, plastique, c'est pas vraiment le mot que j'aurais dit. C'est plutôt comme des sortes de poupées. C'est assez particulier. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais autant je me rappelle que quand il y avait A Link's Between Worlds qui avait été annoncé sur 3DS, j'avais vu les trailers et j'avais trouvé ça honnêtement dégueulasse, totalement dégueulasse. Et quand j'avais eu le jeu dans les mains, j'avais trouvé ça pas mal, mais j'étais pas fan, on va dire, du rendu que ça faisait. Et pour moi, en fait, le rendu de Link's Awakening, c'est la version plus de ce qu'a proposé Link's Between Worlds. T'as un peu la même idée. Toi, ce côté un petit peu 3D plastique, je sais pas trop comment l'expliquer. Sauf que sur la 3DS, c'était un peu crado. Même si on s'y habituait, finalement, c'était meilleur manette en main. Et là, en fait, à peine j'ai mis les mains sur la console, enfin sur la manette, et j'ai vu le jeu tourner devant les yeux, et j'ai pas pensé une seule fois que c'était pas beau. Que c'était cracra, tout ça. Ça m'a direct plu, donc voilà. Après, c'est une question de goût, évidemment, hein. Chacun aura son avis sur la chose, mais je pense que ça sera quand même beaucoup moins clivant que pour Link's Between Worlds. Alors sur la Switch, c'est le deuxième épisode de Zelda qui sort, donc j'en profite pour invoquer un autre sujet concernant la série plus globalement. Notamment, Dindon, je crois savoir, toi, que tu n'as guère apprécié le dernier épisode en date, Breath of the Wild. Alors, est-ce que ce remake là de Link's Awakening, est-ce qu'il ne tombe pas à point nommé pour ceux qui préfèrent une formule, entre guillemets, classique ? Alors, je vais juste préciser ton propos, parce qu'il est partiellement vrai, donc partiellement faux. Je n'ai pas détesté Breath of the Wild en tant que jeu, c'est que je ne l'ai pas aimé en tant que Zelda. Parce que, voilà, il a, changé la formule qu'on avait depuis, grosso modo, Zelda 3, pour faire simple. Donc, une formule vieille de 20 ans, et c'était... Voilà, moi, c'est l'ancienne formule qui me parlait plus que la nouvelle. Et donc, en ayant un nouveau Zelda, j'aurais voulu avoir quelque chose plus dans cette continuité-là. Et ce que proposait le jeu, j'aurais préféré, pour dire franchement, que Nintendo fasse une nouvelle licence pour ce type de gameplay-là. Donc voilà, pour moi, c'est un très bon jeu, mais c'était pas un bon Zelda dans le sens des Zelda que j'apprécie. Après, donc, oui, pour ceux qui apprécient les anciens Zelda, c'est un très bon jeu. Après... il y a ancien Zelda et ancien Zelda. Ça, c'est un très ancien Zelda. C'est la formule 2D vue de dessus. Après, tu as aussi les anciens Zelda, on va dire, plus comme Twilight Princess ou Ocarina of Time, qui étaient en fait les jeux 2D en 3D, justement. C'est vrai que ce qui était intéressant, moi, je trouvais, avec les jeux 2D, c'était que tu avais une impression de liberté, mais en fait, tu l'avais pas vraiment. T'as l'impression que tu peux aller n'importe où dans Zelda 3, Awakening, tout ça, mais au final le jeu te guide et ça permet d'avoir un rythme assez cohérent, assez soutenu. T'as pas vraiment de temps mort, tout s'enchaîne plutôt bien en termes de narration. Et pour ceux qui sont plutôt adeptes de cette type de progression, ce jeu-là sera parfait. Ouais. Franchement, Breath of the Wild, qu'est-ce que je peux en dire ? C'est juste que il manque un scénario. Voilà. Tu te fais chier dans le jeu. Le scénario, tu l'as dans la tablette iPad de Link. C'est tout ce qui se passe dans le passé et c'est des vidéos MPEG, quoi. Dans le présent, il se passe rien, quoi. Voilà, non mais t'as 2-3 moments sympas. Surtout la fin. Mais le reste du temps, le problème, c'est que c'est pas assez balisé. Voilà. T'es lâché au milieu de nulle part. Alors, au départ, tu dis chouette, je vais découvrir un peu la pampa. Et rapidement, tu te rends compte qu'il n'y a rien à faire à part prendre des photos, faire de la bouffe, parler aux 2-3 perrons qui passent. Mais tu fais rien. T'as pas de moment véritablement épique dans le jeu. Et est-ce que vous pensez pas que, justement, la formule classique de Zelda
Donc comme Zelda 3, Zelda 4, classique, voilà, celle avec le donjon, équipement, nouvelle zone, donjon, équipement, nouvelle zone. Est-ce que c'est pas une simple et bête évolution d'un monde ouvert à la base? C'est-à-dire qu'on avait par exemple dans Zelda 1 un monde ouvert, et que là on s'est dit, pour des raisons purement narratives, il va peut-être falloir baliser un petit peu plus les gars. Même si, attention, Zelda 1 était balisé, il y avait un ordre, d'ailleurs les donjons s'appellent stage 1, 2, 3, mais pour des raisons de scénario, d'histoire, ça a été plus balisé, etc. Et que finalement, faire péter ces cloisons-là, ça revient pas à revenir à une formule beaucoup plus classique de Zelda. En fait, moi je trouve que comme que comment dire, quand Breath of the Wild est sorti, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était en fait un retour à la formule NES, ce qui est pas faux dans l'absolu, hein, en disant qu'en gros, voilà, c'était un vrai Zelda, dans le sens le plus, pur du terme. Après, toi, c'est l'argument, je le comprends, mais quand tu as eu un jeu sur une formule et qu'après tu as eu 30 ans de jeux qui étaient tous basés sur une autre, est-ce que c'est la formule seulement du premier jeu qui est la vraie? Toi, je trouve que ça peut se débattre. Est-ce qu'un jeu va être plus, va être plus important que 30 ans de série de jeux ensuite? J'en suis pas convaincu. Après, moi, mon Zelda préféré, c'est Zelda 3. Et je trouve que pour moi, c'est un modèle en termes de progression, parce que quand tu regardes dès le début du jeu, tu as l'impression que tu peux aller à peu près n'importe où. Et c'est vrai que, mine de rien, tu as des libertés, mais le jeu te met quand même des barrières à certains endroits pour quand même que tu n'ailles pas faire n'importe quoi. Et que de manière plus ou moins naturelle, tu sois amené aux endroits où le développeur veut que tu ailles. Je me rappelle, c'est une interview de Aonuma. Alors c'était à l'occasion du développement de Breath of the Wild, mais il revenait en fait sur le passage des anciennes aux nouvelles formules. Et il disait que voilà, les anciens Zelda, en fait, ils donnaient l'impression d'être libres, mais en fait, tu avais toujours un panneau, tu avais un rocher qui était placé au bon endroit, tu avais une cloison que tu ne pouvais pas péter sans le bon équipement, pour en fait amener le joueur à aller où le développeur voulait qu'il aille, sans forcément qu'il soit conscient. Et quand tu regardes Zelda 3, en fait, voilà, tu te ramènes, tu fais tes 3 donjons, après tu passes dans le monde des ténèbres, tout s'enchaîne, en fait, c'est super fluide. Tu te perds pas, t'as l'impression que t'es libre, mais en fait tu te perds pas non plus. Donc en fait t'as les bons côtés de la liberté, dans le sens, ce sentiment un peu d'exaltation, de dire que tu peux faire ce que tu veux, mais sans les mauvais côtés, qui est des fois tout simplement de se perdre, de plus savoir vraiment où il faut aller. Et pour moi c'était parfait. Et pourtant Zelda, c'est pas un jeu qui a une histoire qui est super profonde, hein. Zelda 3, le scénario il tient sur 3 lignes, mais ces 3 lignes elles sont amenées parfaitement, je trouve. Et c'est ça qui manque un peu Porky aussi à Breath of the Wild, c'est que tu perds toute cette maîtrise-là. En fait, finalement, en ce qui me concerne, hein, je pense que la formule du monde ouvert, elle est pas nouvelle, parce que comme on le disait, c'était le cas du tout premier Zelda. Ensuite, il y a eu cette liberté cette impression de liberté qui a été mise en place, etc. Je pense que c'est vraiment avec le passage à la 3D qu'on a vraiment perdu le sentiment de liberté et qu'on est arrivé sur quelque chose de plus balisé, notamment parce que Ocarina of Time, c'est une grande map vide et où sur laquelle tu peux pas faire grand chose, donc t'as pas vraiment l'impression qu'il y a plein de trucs à faire sur le coup. Il y a aussi eu plus récemment A Link Between Worlds, dans lequel tu pouvais choisir ton cheminement. Même si en ce qui me concerne, les déplacements sur les murs ne m'ont pas du tout plu, mais dans l'ensemble j'avais trouvé ça assez rafraîchissant. Mais du coup aujourd'hui c'est vrai que là quand on voit la formule classique et Breath of the Wild, qui n'est pas vraiment un retour quand même pur et simple à Zelda, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été... il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis, hein. Et je me demande si les deux séries pourraient cohabiter, comme on a par exemple New Super Mario Bros et on a les Mario en 3 dimensions. Personnellement, moi j'ai l'impression que la formule un donjon, un nouvel équipement, une nouvelle zone accessible, qui est en vigueur depuis Zelda 3 jusqu'à très récemment, et d'ailleurs peut-être encore aujourd'hui si les deux formules cohabitent, elle est plus contraignante qu'autre chose. Et je pense que la série, elle a commencé à tourner un petit peu en rond. Et je me souviens d'ailleurs d'une interview d'Aonuma, je crois que c'était à l'occasion de Skyward Sword, où il disait que la série elle avait besoin de nouveautés et que plus jamais on aurait un Zelda où pour donner un coup d'épée il faut appuyer sur A. Finalement on a bien vu que la nouveauté ne venait pas de là, il suffisait pas de motion gaming pour que ça change. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait péter un certain nombre de codes. Je vais faire un
un parallèle avec une autre série, c'est Resident Evil. Entre la vision qu'avait Mikami pour le premier et pour le 4, on a vraiment des choses très différentes. J'ai l'impression que Zelda c'est arrivé au même stade que avec les plus récents, avec Skyward Sword ou Twilight Princess, etc. On est arrivé au même stade que Resident Evil à l'époque avec Code Veronica ou le 0. En fait, la série, elle s'est enfermée dans des codes qu'elle a elle-même créés, et il a fallu revenir aux bases du genre pour s'affranchir de ces contraintes-là. Alors, moi, personnellement, j'ai pas spécialement aimé Breath of the Wild, et je préfère quelque part l'ancienne formule aussi, mais si la formule de Breath of the Wild évolue, pourquoi pas? Parce que le travail sur le moteur physique, il donne énormément de possibilités, c'est quand même super excitant, question immersion. Ouais, mais moi, ce qui me gêne au final, c'est que quand tu regardes en fait les vidéos YouTube sur Breath of the Wild, bah, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que des mecs en fait qui s'amusent avec un peu la physique du jeu. Alors, la physique, elle est ouf, mais ça, y a pas de problème. C'est incroyable ce que tu peux faire. Et même maintenant, tu as des mecs qui inventent des trucs incroyables. Et dans ce sens-là, toi, ils ont fait un boulot extraordinaire. Mais après, quand on Zelda, le truc qui reste en fait marqué, le truc le plus visible en termes de vidéo, c'est des gens qui font joujou avec des cailloux. Est-ce que c'est une bonne chose, quoi? Je veux dire, symboliquement, je trouve pas ça extraordinaire. Link's Awakening, tu t'en rappelles pour sa mélancolie, tout ce que tu veux. Zelda 3, tu t'en rappelles pour le fait que tu passes dans le monde des ténèbres quand le jeu est fini. Ocarina of Time, t'as le monde des ténèbres, ça. Et en fait, Breath of the Wild, tu te rappelles de quoi? En fait, c'est plus la physique. Et même maintenant, quand je vois des vidéos toi sur Twitter, c'est des gens qui font des trucs de physique, c'est pas un passage épique du jeu. Donc, Mais je suis d'accord là-dessus avec toi, mais si tu veux, ce que ça me fait dire, c'est qu'on a un matériau, un terreau qui est exceptionnel et qui n'a pas été exploité. bah, ils ont créé un moteur, quoi. Voilà, c'est ça. Et si d'après ce moteur, on peut créer quelque chose de plus ambitieux, enfin, attention, je veux pas dire que Breath of the Wild n'est pas ambitieux, mais on se comprend sur les points qu'on vient de dénoncer, notamment de passages marquants, etc. Peut-être qu'on pourrait vraiment avoir quelque chose de franchement intéressant. Mais alors évidemment, aujourd'hui, avec un moteur pareil et les budgets d'aujourd'hui, ça va demander effectivement beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, au vu de la présentation de la suite de Breath of the Wild, tu peux penser qu'éventuellement il va y avoir de l'amélioration. Un côté plus scénarisé, peut-être. Voilà, côté plus scénarisé, avec une ambiance, j'ai l'impression, enfin, c'est mon avis personnel, mais proche d'un Majora Mask ou d'un Twilight Princess, ce côté assez sombre. T'es dans une grotte, enfin, le réveil de Ganon, visiblement, enfin, ça a l'air d'être assez ouf quand même. Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé vous, mais moi j'ai de l'espoir en tout cas. Bah pour l'instant, il y a quand même trop peu vraiment d'éléments pour se faire une idée claire. Hein. Ça, c'est difficile à dire. Hein. Si ça se trouve, ça va être la même chose, mais dans une ambiance plus ténébreuse, quoi, si tu veux. Mais oui, effectivement, peut-être que mais je pense que ce sera plus scénarisé, parce que de toute façon, c'est un des écueils du premier, de Breath of the Wild, sur lequel personne n'a lâché le morceau. Hein. Donc là-dessus, ils sont quand même très attendus. Je pense que ce sera forcément plus scénarisé, plus balisé. Ça, par contre, je sais pas. Alors, on a évoqué de nombreux épisodes de Zelda, mais alors s'il y a bien une console, mais une console sur laquelle un fan de Zelda peut se régaler et sur laquelle la série est largement représentée, c'est la 3DS. Alors sans vous parler des consoles collector griffées par un logo Zelda, etc. Bah, sur la console 3DS, on peut notamment jouer à Zelda 1, Zelda 2, Link to the Past, Link's Awakening, les excellents, j'insiste, excellents remake 3D d'Ocarina of Time et Majora's Mask, les Oracle, les Minish Cap pour les ambassadeurs, Force Wars Anniversary qui était offert pendant un temps limité, A Link Between Worlds qui est une exclue introuvable ailleurs, Triforce Heroes, bon, on va pas épiloguer dessus, Hyrule Warrior Legends, et puis avec la rétro-compatibilité DS, on a encore les Phantom Hourglass Spirit Tracks et les jeux Tingle. Alors autant vous dire que c'est une console ultime pour un amoureux de Link et de Zelda, mais aussi pour de nombreuses autres séries. La 3DS a accueilli énormément de jeux. Je crois que j'ai rarement vu une console qui pouvait avoir autant de jeux, notamment avec la rétrocompatibilité DS, avec l'eShop et avec ses nombreuses sorties toutes les semaines. Donc je vous invite à nous retrouver dans la deuxième partie du Famicast où nous allons évoquer la longue carrière de cette toute petite console, enfin toute petite c'est vite dit hein, selon le modèle, juste après l'entracte.
On se retrouve pour parler de la 3DS et évoquer son post-mortem. La 3DS, comment succéder à l'époque dorée des DS et des Wii? C'était là tout l'enjeu des 3DS et Wii U, avec des fortunes différentes néanmoins. La 3DS, elle est sortie en 2011 au prix de 250€ TTC, je précise, parce que c'est important pour évaluer son succès. Avant de passer à 150€ TTC quelques mois plus tard. Donc je sais pas si vous faites partie de ceux qui ont acheté la 3DS pratiquement Daiichi, c'était mon cas. Donc ça foutait un petit peu les boules à l'époque, mais bon. Pour qui est-ce que tu as possédé une ou plusieurs 3DS? J'ai toutes les 3DS. Tu collectionnes les 3DS? J'ai tous les modèles depuis son lancement en mars 2011. Je fais partie des pigeons qui ont payé 250 balles pour, au bout de 3 mois, apprendre que la console baissait de prix. Oui, mais attends. Pigeon peut-être, mais avec DROM NES et DROM GBA. C'est vrai, j'ai le programme ambassadeur. Tout à fait. Je l'ai laissé sur mon écran d'accueil. Le macaron, c'est une fierté. Voilà, on est les vrais. Et du coup, Dindon, j'imagine que toi aussi, tu as dû passer quelques heures sur 3DS avec ton goût prononcé pour le JRPG. Moi, la 3DS, c'est une console que j'ai vraiment adorée. Ça doit être... je sais pas si c'est la console sur laquelle j'ai le plus joué dans les années 2010, mais elle est facilement sur le podium. Après, moi, je l'ai pas acheté Day One. Et pour tout dire, en fait, au tout début, on va dire tant qu'il n'y a pas eu la 3DS XL, elle m'intéressait pas trop. Alors que je suis quand même un gros client chez Nintendo. Je trouvais la console un peu petite. Enfin, je sais pas, j'étais vraiment pas convaincu que ce soit également au niveau des jeux. Et finalement, je l'ai acheté quand il y a Kid Icarus qui est sorti. Donc voilà. Et après, c'était le début d'une longue histoire d'amour. Après, pour le coup, je les collectionne pas, même si j'ai failli craquer pour la version collector Super Nintendo qui est fabuleuse, qui était sortie au Japon uniquement, si je me trompe pas. Non, elle est sortie en Europe. Elle est sortie en Europe aussi? C'est la New 3DS XL. Bah voilà. Et, mais sinon, en fait, j'en ai juste deux. J'en ai donc la 3DS XL classique que j'ai pris, là pour le coup, Day One à sa sortie à l'époque. Et une New 3DS, donc XL, qui apporte strictement rien, à part pour pouvoir jouer à un jeu ou deux, dont l'excellent Xenoblade. Mais en fait, je l'avais pris pour une raison assez simple et qui est pour le coup assez énervante. C'est que pour la première fois, la 3DS était une console portable de Nintendo qui était zonée niveau jeu, donc on ne pouvait pas jouer à ses jeux import sur sa console. Et en fait, moi, j'avais acheté ma 3DS XL quand j'habitais encore au Japon. Donc, j'ai vécu, je l'ai dû acheter, je pense, en 2000, pas longtemps, peut-être 2 ans avant que je parte du Japon. Donc, en 2 ans, j'ai acheté des jeux japonais là-dessus. Une fois revenu en France, évidemment, j'avais pas importé des jeux à chaque fois, donc je les ai achetés dans notre beau pays. Et j'ai acheté la 3DS XL, la New 3DS XL quand elle est sortie. Et voilà, c'est les deux consoles que j'ai. Tu parles de quelque chose qui est très intéressant, c'est que quand on parle des gammes de la 3DS, on est toujours un petit peu moqueur, un petit peu sarcastique sur l'offre qui est assez pléthorique entre les 2DS, petite, grosse 3DS, New, sans 3D, avec 3D, etc. etc. Et pourtant, tu vois, tu avais besoin d'un grand écran pour craquer. Alors qu'en ce qui me concerne, j'ai eu une première 3DS qui m'a lâché. Elle avait un problème suite à une chute, mes chats l'ont fait tomber. Elle était encore sous garantie Micromania, plus Nintendo. Micromania, merci, parce que l'extension de garantie, du coup, j'ai pu bénéficier d'une XL, mais à mon grand désarroi, parce que du coup, j'ai détesté jouer sur un grand écran. Donc je suis passé assez rapidement de la 3DS XL à la New 3DS, la petite, magnifique, sur laquelle tu peux mettre des faceplates et tout. D'ailleurs, j'avais pigeonné un gars sur le bon coin, peu cher, j'avais vendu la XL au même prix que le prix neuf de la New, mais bon, peu importe, je m'en veux pas tant que ça. Et entre-temps, j'ai aussi gagné un tirage au sort de Nintendo pour une 3DS Collector Todd, ce qui m'a permis de profiter du multijoueur avec ma compagne, et elle, pareil, non plus, n'a jamais pu passer sur la 3DS XL et sont rendus un petit peu plus sales. C'est marrant parce que pour moi la 3DS ça vraiment, j'ai connu qu'en version XL, donc pour moi c'est la taille normale quelque part pour moi. J'ai jamais eu la petite dans les mains en fait, j'ai jamais une seule fois. Alors que je trouve que les modèles XL sont tellement énormes dans les mains.
Puis au niveau de la finition, je trouve qu'elle fait beaucoup plus plastique une 3DS classique en fait. Je suis d'accord, mais il y a peut-être une raison aussi, c'est qu'ils sont quand même passés de 250 à 150 balles, donc je pense qu'ils ont essayé de gratter un petit peu à droite à gauche pour un peu rentrer dans leurs frais aussi. Hein. Regarde une New 3DS et une New 3DS XL, c'est le même constat. Je trouve que une New 3DS classique est beaucoup mieux finie une New 3DS XL. Hein. Après, c'est mon avis. Hein. Non, mais après ça se défend, je suis assez d'accord. Par contre, pour la nouvelle, je pourrais pas te dire parce que j'ai pas eu la New 3DS XL entre les mains. Cela étant dit, j'ai eu récemment une New 2DS, je crois que c'est New 2DS XL, et justement, je les avais trouvés plutôt canon, quoi. Enfin, plutôt bien fichus aussi. Donc après, il y a toutes sortes de versions. On n'a pas parlé de la 2DS. Bon. Pas grand chose à dire dessus. Ce magnifique design. Alors, la 3DS, console qui s'est vendue environ à 75 millions d'exemplaires, est-ce que c'est une réussite ou un échec selon vous, Porky, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Comment te dire ça? C'est un échec qui s'est transformé en succès. Le problème, c'est que on le sait tous, hein, quand la console est sortie, c'était pas non plus un carton monumental. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au bout de quelques mois, Nintendo a baissé les prix. Déjà, les jeux se sont fait attendre. On avait la dalle, hein, quand même. Enfin, jusqu'à Ocarina of Time, il n'y avait rien. Pas Pilot Wings, mais bon, tu le finis en quelques heures. Bah, c'est pour ça que je l'ai pas acheté. Hein. non, mais le problème, c'est que moi, je l'avais précommandé. Et c'est qu'après avoir passé la commande, j'ai dit, bah, faudrait peut-être que je prenne des jeux. Et quand j'ai regardé la liste, je fais, ah, mais il n'y a rien en fait. Et quand tu vois que le premier gros jeu, donc c'était Zelda Ocarina of Time, qui sortait mois de juin, quoi. Tu te dis 3 mois à attendre un jeu, c'est quand même abusé, quoi. Et je pense que ça a joué contre elle aussi. Et un remake, quoi. Et aussi, c'est le gros souci, c'est la communication de Nintendo lors de son lancement. Moi, je m'en souviens que quand la console est annoncée, c'est juste une console, une Nintendo DS qui fait la 3D. Pas une nouvelle console pas une console de nouvelle génération. Ouais. Et ça, du coup, ça fait un parallèle avec l'annonce de l'E3 2011 lors de la présentation de la Wii U, où les gens pensaient que c'était juste un accessoire pour la Wii. Donc, et c'est qu'après, moi, on m'avait dit non, tu verras, c'est une nouvelle console avec des nouveaux jeux. Quand on parle d'échecs ou de réussite ou de succès, il faut distinguer, je pense, le côté purement jeu et le côté commercial. Si on parle du côté jeu, et je pense qu'on y reviendra un peu après en parlant un peu des jeux marquants de la console, je pense qu'il n'y a pas vraiment de discussion possible. C'est une console qui a eu énormément de très bons jeux dans un grand nombre de genres. Et voilà, si on se base que de là-dessus, moi, c'est une excellente console. Voilà, moi, je pense que c'est une belle réussite de la part de Nintendo. Après, du point de vue commercial, c'est plus tempéré. C'est ni un échec ni un succès, quoi. Elle a fait le boulot. Comme tu as dit, elle s'est vendue à 75 millions d'exemplaires. Pour mettre un petit peu dans le contexte, c'est 2 fois moins que la DS qui était un peu plus de 150. La Game Boy, c'est 118. Et même la PSP, c'est plus vendu parce qu'elle s'est vendue à un peu plus de 80 millions d'exemplaires, tout comme la GBA. Donc voilà, elle n'est pas très loin derrière, mais elle l'est tout de même. Après, voilà, ça reste la 11e meilleure vente de console de tous les temps, ce qui n'est pas non plus dégueulasse. Hein. C'est plus de ventes que la Super Nintendo ou même que la NES. Même si c'est des consoles de salon, bon voilà, ça permet quand même un peu de situer ça par rapport aux performances de Nintendo. Et si on veut vraiment parler d'échecs, il suffit de regarder ce que c'est la Wii U. La Wii U, c'est 14 millions, quoi. Même la N64, qui est pas un très gros succès, c'est 33 millions. Donc parler d'échecs, ça serait quand même abusé, je pense. Parler de réussite aussi, c'est juste que voilà, elle a fait le taf. Alors si tu veux, justement par rapport à ce que tu disais, moi j'ai quand même l'impression que c'est une belle réussite la 3DS, parce qu'il faut justement remettre les choses dans le contexte. Alors c'est vrai que c'est la console portable, bon, Virtual Boy excepté, de Nintendo qui a été la moins vendue, de 5 millions de moins d'exemplaires que la GBA par exemple. Mais pour autant, c'est un score qui est plus qu'honorable parce qu'on est dans un contexte du jeu vidéo qui est très différent, c'est-à-dire que les enfants ils vont plus forcément jouer sur des 3DS, etc., mais sur des smartphones, des tablettes, des choses comme ça, qui est devenu ultra concurrentiel pour les consoles portables. D'ailleurs, on l'a vu avec la PS Vita.
En Europe, on va même pas en parler. Au Japon, elle fait beaucoup moins que la PSP. Pourtant, il y a de très bons jeux et elle fait des ventes très honorables. Et après, voilà, enfin la 3DS, elle est sortie quand même dans ce contexte-là. Elle a quand même tenu 8 ans. 8 ans où elle a vendu beaucoup de jeux. La 3DS, elle a été beaucoup moins impactée que le piratage que la DS, par le piratage que la DS. Puis bon, elle a aussi la chance de proposer du jeu des maths, hein, mine de rien. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'effectivement, elle a pu rapporter quand même son bifton à Nintendo. Mais surtout, voilà, c'est ça, aujourd'hui, on est plus forcément dans le même contexte où les enfants, quand ils voulaient jouer à un jeu vidéo, ils y jouaient sur une console dédiée, et puis notamment pour les enfants, que ce soit Game Boy, que ce soit, etc. Enfin, que ce soit Game Boy d'ailleurs, et puis c'est tout. Et ou DS récemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités de jeux autres que les consoles, et ça, du coup, malgré tout, il faut en tenir compte aussi. Et le tout sans second stick. Ouais, c'est sûr qu'au début, ça a fait beaucoup râler, mais au final, après, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais c'est vrai qu'on joue plutôt à des consoles portables comme la 3DS, plus pour des types de jeux lents comme des RPG, des jeux d'aventure plutôt lents, que pour des jeux d'action où vraiment un stick et un contrôle sur la caméra est indispensable. Même, tu le vois, ils ont adapté les Mario, etc. Enfin, de façon à ce que ce soit bien jouable sur une console portable qui se tient. Enfin, t'as pas la même posture que sur une console de salon, c'est évident. Alors, pour autant, puisqu'on parlait des réussites et des échecs, ce qui est fou, c'est que cette console, elle a super bien marché, elle a X jeux, et pour autant, le concept de la 3D, ça a été un flop. Il y a vraiment aucun jeu qui l'utilise réellement, bien, à part peut-être les Phoenix Wright parce que c'est des plans fixes, mais sinon, t'as des chutes de frames exceptionnelles. Personnellement, moi j'ai trouvé l'effet assez réussi, hein, notamment sur New 3DS. Je me rappelle quand Ocarina of Time était sorti, t'avais l'impression d'avoir des petites figurines, c'était incroyable. Mais bon, le problème, c'est que vraiment, la chute de frames, elle est trop importante. Les fonctions gyroscopiques, tout le monde s'en fiche. La réalité augmentée, n'en parlons pas. En fait, toutes les fonctions qui ont été mises en avant ont été mises en échec. Ce qui n'a pas empêché la console de bien marcher, hein. Mais du coup, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression que là, on est un petit peu dans la même situation avec la Switch Lite, qui s'affranchit de toutes ces features qui sont pas forcément les plus importantes, comme les vibrations HD, comme justement la possibilité de passer de la télé à la portable, ou des choses comme ça, ou les fonctions gyroscopiques plus globalement, quoi. Ah, mais est-ce qu'on a aussi perdu le Street Pass ? Fonction de communication assez bluffante quand même, parce que tu mettais ta console en mode veille, et tu passes à côté de quelqu'un à proximité. Honnêtement, moi j'ai fait ça dans Gare de l'Est à Paris, mais je me suis fait des amis. Ouais, après c'est quand même, ça reste quand même anecdotique, hein. Enfin, sans vouloir. Enfin, je veux dire, je le mettais aussi au début, j'étais content, et puis finalement, t'accrochais un gars ou une nana en faisant une sortie, t'étais super content, et puis au final, ça apportait pas forcément grand chose. Enfin voilà, des pièces dans tel ou tel jeu. Enfin, c'était pas la folie, quoi, si tu veux. Enfin, c'est peut-être un petit peu sous-exploité. Mais alors. Après, cela dit, mine de rien, la 3DS, échec ou réussite, bon, chacun se fera son propre avis, mais il me semble qu'on n'occupe pas le terrain seul pendant 8 ans pour rien. La force de Nintendo, c'est notamment d'avoir proposé de très nombreux modèles, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait que tout le monde a pu trouver la 3DS adaptée pour lui. Et c'est quelque chose qu'on a souvent moqué, hein, les nombreuses déclinaisons de 3DS, mais la stratégie, elle s'est avérée vraiment payante. Mais au-delà du hardware, la 3DS, c'est aussi un puits sans fond de jeux. Mais je sais pas comment une console portable peut avoir autant de jeux. Alors, c'est pourquoi, Dindon Porky, je vais vous inviter à nous parler de 3 séries ou de 3 jeux qui vous ont marqué, qui ont marqué votre expérience avec la 3DS, Dindon. Moi, en fait, on peut en citer 500, hein, mais j'en ai sélectionné 3 particulièrement, mais qui sont pas, à mon sens, en fait, forcément les meilleurs jeux de la 3DS, mais qui sont à mon goût des jeux excellents d'une part, mais qui sont aussi de gros coups de cœur. Le premier que j'ai eu en tête, en fait, parce que je l'ai fait l'année dernière, c'est Radiant Historia Perfect Chronology. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un RPG signé Atlus, et qui est en fait un remake d'un jeu DS qui était sorti en 2010. Et donc voilà, c'est un RPG qui est basé sur un système de dimensions parallèles,
où en fait on doit naviguer en fait entre des timelines pour faire avancer le scénario et qui bénéficie aussi d'un super système de combat. Moi, c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup plu, même s'il y a quand même des travers. Hein. T'as le fait on donne en fait une illusion du choix et tu vois rapidement les limites à ce système-là. Tu as aussi des petits problèmes de cohérence au niveau de l'histoire par rapport au saut entre dimensions. Mais voilà, c'est un grand RPG de la 3DS. Après, bon, là, pour le coup, je tombe sur un truc qui, je pense, est beaucoup plus confidentiel pour le grand public. C'est Concept Revolt. Et c'est pour moi, en fait, je pense, mon plus gros coup de cœur de la 3DS, parce que c'est une série que j'ai découvert voilà, avec cette console. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un jeu de stratégie, en fait, sur plateau, et où tu joues avec des cartes, en fait. C'était développé par Omiya Software. Et le premier opus, en fait, il date de 97, il était sorti sur Saturn, et après il a connu genre plein de portages sur PlayStation, Dreamcast, PS2, et la 3DS en 2017, et pas en 2017, en 2013, et il y a eu Concept Revolt, en fait, donc c'est sa suite, voilà, qui est sorti en Europe en 2017. Et voilà, pour moi, c'est un jeu qui est extrêmement addictif, c'était vraiment une belle surprise. Et quand je l'ai reçu au départ, je me disais, mais c'est quoi ce jeu? Je vais jouer 1 heure et je vais le laisser de côté. Et finalement, j'ai passé 150 heures dessus. J'ai passé 150 heures dessus. Je me suis acheté le portage 3DS du premier opus en import et j'ai joué une 30aine d'heures dessus également. Donc voilà, c'était un gros coup de cœur de la console. Et sinon aussi un autre jeu où j'ai dû passer, je pense, une 100aine d'heures, c'est, alors je vais essayer de bien le dire, c'est Theatrhythm Final Fantasy. Donc voilà le jeu de musique un peu en mode Taiko no Tatsujin, mais avec les musiques de Final Fantasy. Il y a eu une suite aussi qui était Curtain Cale, si je me rappelle bien, que j'ai acheté aussi et que j'ai poncé également. De toute façon, j'ai poncé les deux. C'est un concept qui est super simple, mais qui est ultra efficace. Quand tu es fan de Final Fantasy, faire un jeu de musique avec les musiques de toute la série, parce que ça part du 1er jusqu'au 13, je crois. C'est totalement fabuleux. Pour Theatrhythm, il y a aussi une version Dragon Quest. Ouais, mais pour le coup, j'y ai pas joué parce que j'ai pas autant de passifs avec la licence Dragon Quest que Final Fantasy, et pour le coup, c'est vraiment purement un jeu de fanboy, ça. Et voilà, donc voilà, moi, c'est vraiment les 3 jeux qui m'ont marqué sur cette console, mais il y en a d'autres que j'ai aimé, même que je considère peut-être meilleurs. Mais ça, c'est vraiment mes 3 gros coups de cœur pour cette console. Et toi, Porky ? Alors, déjà, je veux juste dire que c'est quand même la console qui a proposé pour moi le pire Castlevania 2D. J'ai retenu Metal Gear Solid 3D. Donc, c'est un remaster ou une adaptation 3D de l'épisode 3 qui t'obligeait donc à acheter le Circle Pad Pro pour jouer avec un second stick. Sinon, c'était injouable. J'avais l'impression de revenir en 2010 sur PSP. Donc ça reste le même jeu, hein. Il n'y a pas d'amélioration particulière, tu as la fonction 3D qui sert, enfin c'est juste une feature comme ça sympa, donc rien de neuf. Après j'avais énormément poncé, et le premier épisode sur portable de Super Smash Bros, faut le signaler quand même, qui était plus ou moins une version miroir de la version Wii U, avec juste quelques des petits ajouts en plus, comme tu avais la possibilité de la brancher directement sur la Wii U, qui elle te servait de manette, cette version en fait. Donc c'était sympa. Je crois que tu avais des compètes aussi. Donc, et j'ai mon plaisir coupable. Alors c'est Tomodachi Life. Ben ça c'est ouais, parle-en parce que je pense on l'a tous vu passer et on n'est pas beaucoup à y avoir joué, je t'avoue. Et ben en fait voilà, c'est tu prends les Tamagotchi et tu fous l'Imi à la place. Voilà, c'est juste ça. Non mais c'est vraiment okay. un concept tout bête. Enfin c'est Nintendo avec les Mi quoi. Voilà, mais à la base pour nous c'est le premier épisode, mais t'avais déjà le premier épisode qui était sorti sur DS au Japon. Et c'est un jeu chronophage au final.
N'importe quel moment, t'allumes ta console, tes Mii font quelque chose. Ils ont faim, ils veulent changer de vêtements, ils veulent rencontrer des gens, ils tombent amoureux, tes Mii. Ils font des enfants, enfin, ils font leur vie, quoi. C'est un jeu, mais tellement dingue, quoi. Franchement, je trouve ça extraordinaire comment dire, de passer autant d'heures en compagnie de Mii, parce que je pense qu'il y a un truc que je déteste le plus dans ce qu'a apporté la Wii, c'est bien les Mii. S'ils pouvaient disparaître, et je serais tellement heureux, honnêtement. Donc franchement, chapeau. Mais non, mais en fait, c'est qu'en plus, t'avais quand tu crées les personnages, t'avais un outil de création, et t'avais la possibilité de leur créer leur propre voix via un petit modulateur, là, une voix plus grave, plus basse, plus aiguë. Et donc, ça leur faisait des voix genre... Enfin, c'était énorme, quoi. Enfin... Voilà, avec le dossier des voix, je t'avoue que tu me le vends pas, mais bon, non, après, pourquoi pas. Non, mais t'inquiète, voilà. on respecte les choix de chacun. Tout à fait. Parce que t'as l'air de justifier un petit peu, écoute, là. Non, mais je me justifie, parce que bon, en plus, dans la pub, à l'époque, c'était Kev Adams, mais... voilà, donc... Ok, bon, next. Non, je plaisante. Bon, bah écoutez, personnellement, je vais pas être aussi tranché que vous. J'ai choisi 3 grosses séries, comme ça va couvrir 45 jeux à L3. Je vais d'abord parler de Megaten, parce qu'on le sait, hein, le RPG japonais et les consoles portables font excellent ménage. Sur 3DS, on a eu vraiment beaucoup d'épisodes de Megaten, notamment qu'est-ce que je raconte, notamment Shin Megami Tensei 4 et sa suite Apocalypse. Que je recommande chaudement. Bon, Megaten 4 est un peu long à démarrer, mais la fin est exceptionnelle. Bon, Apocalypse, le lancement est exceptionnel, mais la fin est un petit peu plus fraîche. Mais bon, on a aussi d'autres excellents épisodes, notamment Soul Hackers, qui est un remake du grand classique de la Saturn PlayStation, qui est notamment intéressant parce que le monde virtuel Paradigm X, qui était une sorte de Second Life à l'époque, avant que tout ça n'existe. Et puis il y a un duo de personnages qui est Hitomi Nemisa, qui est inoubliable. Hitomi, c'est une partenaire, une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus banal. Et puis un démon entre en elle et prend possession de son corps et s'exprime via elle, mais après, en fait, les deux arrivent à cohabiter dans le même corps et c'est vraiment super bien écrit. Bon, on a aussi les Devil Survivor qui mélangent tactics et tour par tour. J'essaye d'abréger parce qu'il y a tellement d'épisodes, des Persona Q qui sont des Etrian Odyssey avec un skin Persona. Mais alors, l'indispensable, et là j'insiste là-dessus, c'est Strange Journey, qui est le remake d'un épisode complètement fou qui était d'abord sorti sur DS. C'est un dungeon crawler qui est hyper riche, qui est inoubliable, mais bon, on va pas y passer la soirée parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. J'ai pas accroché du tout. Ouais, c'est ce qui m'a semblé, hein. Il me semblait que tu avais commencé et puis tu n'as pas donné suite. Non, j'ai avancé quelques heures quand même. Je sais plus combien de temps, mais quand même un minimum. Mais voilà, en fait, c'est surtout, je pense que plus que le jeu en tant que tel, c'est plutôt le type de jeu. Qui me convient pas et c'est pour ça que j'ai pas accroché. Pourtant j'y partais avec pas mal d'entrain, mais non, c'était pas je comprends. J'étais désolé pour toi parce que je savais que tu kiffais ce jeu. Il est pas aussi accessible que ça quand même, hein. Il est quand même assez redondant, il y a pas mal de problèmes, mais à l'époque, en tout cas quand il était sorti sur DS, c'était un jeu qui était énorme pour un RPG portable. Et puis bon, aujourd'hui la version de 3DS elle est quand même assez mignonne par rapport à l'épisode DS. Après il y a la série Fire Emblem dont je vais parler, et plus particulièrement de Fates, parce qu'il y a quand même 3 épisodes dont un remake. Mais bon, c'est une bénédiction que la série ait repris un tel élan sur 3DS parce que c'était pas gagné. En ce qui me concerne, j'ai surtout apprécié Fates, dont j'ai trouvé l'histoire un peu gnangnan, les persos pas super intéressants, mais il y a le fait de jouer une histoire avec différents points de vue que je trouve génial. Ça, c'est quelque chose que j'adore en général, qu'on trouve notamment dans Shining Force 3, dans Golden Sun aussi, tiens, c'est les mêmes créateurs. Plus récemment donc, et voilà. Après, il y a Awakening, ce qui était aussi très sympa. Mais en tout cas dans Awakening et Fates il y a vraiment des morceaux d'anthologie, ce qui notamment dans Fates le fameux combat où on doit choisir son clan,
Ça, c'est ce qui m'a un peu manqué, en fait, des moments épiques comme ça dans Echoes, le remake du Gaiden, mais bon, aussi, il subit le poids des années, on peut le comprendre également. La dernière série dont je vais parler rapidement, succinctement, parce qu'on peut y passer aussi la nuit, on pourrait faire un podcast dessus, c'est Pokémon, qui m'a offert le pire et le meilleur de la série sur 3DS. Alors je dois reconnaître notamment que les versions Ultra Lune et Ultra Soleil, elles étaient de trop, et que la série, elle a bien du mal à évoluer, mais X et Y, ils étaient plutôt bien partis avec un nouveau type, le type Fée, les méga évolutions. Après ça s'est gâté, les méga évolutions se sont retrouvées en retrait au profit des capacités Z, et là j'ai l'impression que ça va encore changer avec les Pokémon géants, enfin c'est un petit peu le bazar. En tout cas, j'ai jamais autant joué à la série que sur 3DS, notamment grâce aux facilités pour jouer et échanger en multi, que ce soit en local ou en ligne. Et il y avait des outils intéressants, notamment la banque Pokémon, qui permettait de stocker son Pokédex complet, et qui pourrait ne pas être compatible avec bouclier et épée, selon les dernières nouvelles. Et autant vous dire que mon Pokédex 100% complet me reste un petit peu coincé en travers de la gorge. Donc d'ailleurs j'en profite d'avoir parlé de Pokémon pour parler de la version Switch qui se profile. Et donc Pokémon en général ça sort sur des consoles plutôt bien implantées. Donc est-ce que vous avez le sentiment que là définitivement la Switch Lite va remplacer la 3DS? Dindon, qu'est-ce que t'en penses? En fait, j'ai un peu de mal, mais ça c'est pas par rapport au fait que tu poses la question, mais en général ce qu'on le voit dans la presse quand même pas mal, ou dans les réseaux sociaux, les gens qui disent que la 3DS, en fait, enfin la Switch Lite va remplacer la 3DS, un peu comme sa successrice, et en fait, j'arrive pas forcément à voir le lien, en fait. C'est pas parce que Nintendo sort une Switch uniquement portable que ça va être sa nouvelle console portable. Les jeux seront les mêmes, en fait, sur Switch et Switch Lite. Il n'y a pas de catalogue différencié. À l'époque, quand tu avais la 3DS et la Wii U, chaque console avait un catalogue différent et qui était complémentaire, parce que tu avais des jeux qui étaient pensés pour le salon et pour la tablette, et d'autres qui étaient pensés pour des expériences plus courtes et en portable. Et donc en fait, les gens en fait achetaient deux consoles, enfin ceux qui étaient intéressés évidemment. Ils avaient la console de salon, la console portable et deux ludothèques différentes. Mais là en fait, t'as aucun intérêt d'acheter une Switch Lite si t'as une Switch de base, vu que c'est comme les jeux seront les mêmes, et limite en fait tu auras moins de jeux même compatibles sur ta version portable pour ceux qui ont besoin de la fonction gyroscopique. Donc voilà, moi si Nintendo à la place de la Switch Lite ils avaient annoncé une nouvelle console portable avec un catalogue qui lui serait propre, là par contre par exemple, toi j'aurais pris la console. Ils auraient vendu deux consoles. Là, pourquoi avec moi, ils vont en vendre qu'une seule. Donc, j'ai du mal à voir le côté successeur quand en fait, c'est juste pour proposer les mêmes jeux que sur ta console de salon, ni plus ni moins. Je constate en fait qu'il y a des arguments des deux côtés, savoir si c'est pertinent de sortir une Switch Lite et si elle fait bien de remplacer la 3DS. D'un autre côté, tu te dis Nintendo, il propose de jouer sur les deux tableaux, avec deux machines qui sont quand même les mêmes, mais ça permet au niveau de leurs équipes de se dire on se focus entre guillemets que sur un seul format de jeu et ça partira partout. Après de sortir une Switch Lite, déjà comme beaucoup on a l'impression qu'ils tuent leur propre concept en fait. Moi je pense même que une Switch elle perd son nom, elle devrait perdre son nom. Il est où le côté Switch? Déjà, t'es obligé de... Non mais tu veux jouer à One to Switch ou c'est Super Mario Party? Non, attends, personne ne veut jouer à One to Switch. Enfin, oui, non, ça faut quand même le... Non mais on s'est compris, mais t'es obligé de mettre quand même des Joy-Con à côté. Ça veut plus rien dire. oui, non mais... Ça veut plus rien dire. Ah ouais. Donc, voilà, j'ai pas d'avis tranché véritablement. Plus que tuer le concept de sa console en tant que tel, je pense que ce qui est plus embêtant pour Nintendo, c'est qu'ils ont carrément tué un de leurs marchés, quoi. Avant, ils avaient le marché de la console portable et de la console de salon. Et en fait, avec la Switch, il y a une console qui fait les deux. Seul truc, c'est que par exemple, à l'époque, tu avais 150 millions de DS et je sais plus combien de Wii qui étaient vendus, ce qui fait au total quoi, à peu près 250 millions, j'imagine, voire 300.
ils en vendront jamais 300 millions de Switch. Tout à fait. Enfin, toi, c'est pas parce que tu mets deux marchés dans une console que ça va faire les ventes des deux marchés en cumulé. T'as forcément une déperdition à ce niveau-là. Et le problème qu'ils ont fait, c'est que à partir du moment où tu as une console qui fait les deux, ils peuvent pas se ramener un jour après et dire voilà, on vous file une console portable, mais qui est moins performante. Parce que les gens vont dire, mais ça sert à quoi? J'ai déjà la Switch qui est très jolie. Pourquoi je vais me faire chier à acheter une console qui va coûter peut-être 50 € moins cher, mais qui a des jeux moins beaux? Donc en fait, ils sont coincés. Ils peuvent plus sortir par exemple, de 4DS, quoi, quelque part. Mais tu as des joueurs en fait qui jouent que en portable et qui n'ont pas envie de claquer 300 € pour une console de salon. Donc pour ceux-là, voilà, ils sortent la Switch Lite. Donc ils vont pouvoir toucher une partie de leur public qui n'avait pas acheté la console encore. Mais tout le public qui achetait les deux consoles Nintendo à chaque fois et console des salons, bah eux, voilà, tu leur as vendu la console une fois, basta, quoi. Mais après, là, je pense Donc, que l'une des principales cibles de la Switch Lite, et je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ce sont les enfants. Que ce sont les plus jeunes joueurs, en tout cas, qui n'ont pas encore de Switch parce que, 300 balles, hein, quand même. Et puis, les parents ont peut-être pas envie de leur acheter un objet aussi cher qui finira peut-être dans un tiroir dans le meilleur des cas ou cassé sous le lit dans le pire des cas. Et du coup, je pense que voilà, ça concorde parfaitement avec la sortie de Pokémon. C'est le public qui était notamment principalement visé quand même par la 3DS. On va pas se mentir, tous les enfants ont une 3DS, une DS, enfin tous les enfants entre guillemets, mais je pense que la Switch Lite, elle va chasser sur ce terrain-là. Après, entre guillemets, aussi sympa soit-elle, etc. J'aime pas beaucoup la Switch, j'aime pas la prise en main, mais par exemple, si j'ai le choix, je me vois mal prendre une Switch Lite exclusivement, parce que, comme tu le dis, en fait, il se coupe d'un marché, ça c'est clair et net. Bon. Ouais, tu vois, si c'était pas coupé d'un marché, si ils pensaient vraiment qu'il y avait un marché console et salon, enfin salon et portable qui était viable, c'est pas une Switch Lite qu'ils auraient sorti, ça serait une vraie console portable totalement différenciée. Et toi, il n'y a rien qu'ils ont empêché. La 3DS, enfin, toi, ils disent encore qu'ils continuent à la soutenir, patati patata. On va pas se leurrer, elle est morte. Hein. Si vous avez voulu annoncer, là, à la place de la Switch Lite, une 4DS, il n'y avait rien qui les en empêchait. Strictement rien. Mais ils l'ont pas fait. Et ils ont juste dit, tiens, on va annoncer une version un peu tronquée de notre console actuelle, donc la Switch. Et c'est tout. Donc, voilà, et tu sens quand même qu'ils sont un petit peu gênés. Et bon, après voilà, les gens qui, à la limite, qui vont acheter la Switch Lite pour Pokémon, à la limite, ouais, les gamins, je veux bien. Mais après, toi, s'ils l'ont pas acheté, s'ils n'ont pas craqué maintenant pour la Switch, mais qu'ils l'achètent à la limite pour Pokémon, est-ce qu'après, ils vont pour autant acheter tous les jeux pour lesquels ils n'avaient pas craqué jusqu'à maintenant? Je ne suis pas forcément convaincu. Ouais, puis c'est à double tranchant, hein, tout ça, je pense, parce que effectivement, il y a le côté, on a différents types de matos et on peut jouer à tous nos jeux dessus, donc ça rentre un petit peu dans les stratégies d'Apple ou ce genre de choses, enfin, ou Android, où tu vois, t'as différents types de... Oui, ils uniformisent leur plateforme, en fait. Du coup, c'est un gain considérable quand même. Hein. C'est... Après, ce qui est bien, c'est qu'ils vont pouvoir faire des mises à jour, tu auras de la rétro, etc. Par contre, le jour où, entre guillemets, la Switch, c'est plus un produit qui est à la mode, là, ils peuvent tout foutre à la benne, quoi. Il n'y a rien pour les sauver, par contre, si tu veux. Il n'y a rien pour les sauver, et en plus, comment dire, encore tout ce qui est gyroscopie, second écran, 3D, à la limite, tu l'oublies sur la génération d'après, les gens, ils passeront l'éponge facilement parce que c'est du gadget. Là, en fait, la console qui viendra après la Switch, Nintendo, imagine, ils disent, voilà, maintenant on revient au concept traditionnel, une console portable et une console de salon. Enfin, pour le coup, ça semblerait vraiment comme une régression. Et les gens, je pense qu'ils auraient du mal à revenir à un truc où tu repayes deux consoles, alors qu'avant, tu en avais une qui faisait tout. Donc, voilà. Moi, en tant que consommateur, hein, le concept de la Switch, c'est super parce que je l'amène au taf et j'y joue à la pause, j'y joue à la maison, je me prends un bain, je vais sur les chiottes. C'est parfait. Même si ça a des conséquences sur le côté technique, le concept est top. Après, si tu prends un point de vue plus, commercial, stratégique, marketing, sur le long terme et même le moyen terme, je pense
que c'est un move assez risqué. Mhm. En tout cas, toujours est-il que, à mon avis, avec la Switch Lite, là, la 3DS, c'est fini, quoi. Et je dirais même que là, Nintendo, il met carrément fin à l'ère DS. Donc, ces deux écrans, une ère qui a commencé en 2004, sous Satoru Iwata, il y a 15 ans. Bon, j'ai encore l'impression que c'était hier. Là, on n'a plus qu'un écran, plus de rétrocompatibilité avec les jeux 3DS et DS. Cette fois, il y a vraiment une page qui se tourne véritablement. Qu'est-ce que vous en pensez là ? C'est mort, c'est fini ? On n'entendra plus parler de la période dorée DS ? Bah, est-ce qu'on t'entend encore parler de la période dorée Game Boy ? Voilà, donc voilà, c'est un cycle qui se termine. On va arriver sur le nouvel âge d'or, puis qui peut-être dans 10-15 ans va succéder, va se terminer, puis un autre succédera, et puis on se rappellera du bon vieux temps. Je pense comme Porky, parce que mine de rien, je me rappelle quand la DS a été annoncée, ils avaient présenté ça comme une console qui serait en fait qui remplacerait pas la Game Boy, laissant la voie ouverte à une possible Game Boy par la suite si la DS marchait pas. Et finalement, voilà, le carton a eu lieu. Et la Game Boy, on l'a plus jamais revue. Enfin voilà, Nintendo, ils n'ont pas fait de sentiment. Ils ont vu que DS, ça marchait mieux que Game Boy. On n'a plus revu la Game Boy, alors que c'est quand même voilà, une console emblématique pour Nintendo. Et je pense que pour la DS, c'est ça. Voilà, on a une fin d'une période. Mine de rien, on s'en rend pas compte, mais il y a eu deux périodes de portables chez Nintendo. Il y a la période Game Boy avec la Game Boy, la Color, la Advance, et la période DS avec la DS et la 3DS. Donc en fait, voilà, il n'y a eu que deux familles de consoles portables et qui durent à chaque fois comme un bon paquet de temps. Et là, c'est une histoire qui se termine et comme disait Porky, on va passer à autre chose. Après, à quoi je suis pas convaincu que le futur des consoles portables, ça soit la Switch Lite ou même la famille Switch en général. Pour moi, c'est plus une transportable qu'une portable parce que moi, par exemple, la 3DS, voilà, tu peux la foutre dans une poche de jean, tu peux la foutre dans un petit sac. La Switch, mine de rien, c'est imposant. La Switch Lite, pourquoi pas. Après, je trouve que c'est compliqué de marketer d'une manière différente une console en cours de vie. Ça restera toujours la version portable de la vraie Switch. Ouais. Et tu pourras pas l'imposer dans l'imaginaire collectif comme étant la successrice de la 3DS. Bon, moi je vois pas ça comme ça en tout cas. Bah, ça rejoint en fait, ce qu'on disait au début, au début sur le sujet de la 3DS. T'as plusieurs modèles de Switch et c'est selon celui qui va te convaincre le mieux. Je reste persuadé que l'année prochaine ou dans 2 ans, tu vas avoir une Switch Pro. Alors, dans quelle forme, on sait pas. Enfin, moi, je reste persuadé que ça se passera au niveau du dock. Mais tu auras la Switch Pro, tu auras la Switch normale et de la Switch Lite. Et tu choisiras en fonction de tes envies. Et question bonus, vous pensez qu'il y aura une Switch uniquement télé ou c'est pas envisageable ? Non, je pense pas. Là pour le coup, ils n'auraient même pas intérêt à appeler Switch. Enfin, on perdrait vraiment totalement l'identité de la console, quoi. Bah, j'ai envie de te dire, après tout, ils ont bien supprimé le mode télé sur la Switch Lite, donc pourquoi pas faire l'inverse ? Ouais, peut-être pour quelque chose à petit prix, enfin, va savoir. On n'est pas dans les secrets des dieux, après tout. Mais en tout cas, voici, on parlait de fin d'ère par rapport à DS à 3DS. En tous les cas, moi, je pense que c'est la fin de l'ère des consoles purement portables. Je pense que maintenant, ça sera difficile de revenir à des consoles qui soient uniquement mobiles, sans qu'il y ait une option X ou Y pour pouvoir projeter ça sur ton écran en tout cas. Donc voilà, c'est ça, ouais. C'est la fin de la période des consoles portables qui a débuté à la fin des années 80 et qui est mort, on va dire, à la fin des années 2010, quoi. Malgré tout, t'as quand même enfin là c'est hors sujet, mais t'as quand même des grosses rumeurs du nouvel portable chez Sony. Enfin... Donc est-ce que c'est vraiment la fin du marché ? On verra bien. Sony, je les verrais mal quand même débarquer avec une console qui fasse pas, comment dire, un peu comme la Switch, sans possibilité de mettre sur la télé, sachant qu'ils avaient même comme la PS Vita TV, quoi. Alors c'était un adaptateur, tout ce que tu veux, mais le truc, tu le modernises, tu le rends plus facile, plus plug and play, enfin bref, tu as toujours un moyen de faire ça plus simple. Et ça pourrait avoir un sens, mais un truc uniquement portable, ça me semblerait trop ringard par rapport à ce que fait Nintendo, quoi.
Ben voilà ce qui conclut en tout cas ce Famicast dans lequel on n'a peut-être pas eu le temps de tout dire. Et du coup, c'est pourquoi on vous invite à évoquer votre Zelda favori, ou votre jeu 3DS indispensable, ou votre meilleur souvenir de 3DS, tout simplement, avec le hashtag Famicast sur Twitter. Des jeux 3DS, il y en a tellement qu'on pourrait en discuter des heures et des heures. En tout cas, l'avenir de la Switch, n'est pas encore écrit définitivement, parce que si ça devient une ère, on en a encore pour quelques bonnes années, peut-être une dizaine, allez savoir. On verra. Pour l'instant, les voyants sont au vert, comme on dit. Après, moi, personnellement, je suis assez curieux de voir ce que cette console va donner sur le moyen long terme, même plus généralement ce concept, pour être plus général, ce concept chez Nintendo et l'impact que ça va avoir aussi sur le business de la société. Sur le business des autres constructeurs aussi, parce que là c'est quand même un peu un pavé dans la mare qui est tombé, donc on va savoir si ça va pas aussi bouleverser les plans des autres consoliers, comme on dit. Enfin, tout ça, je vous invite à en discuter plus longuement sur les réseaux sociaux, parce que mine de rien, l'heure tourne, les amis. Et du coup, tic-tac, il va bientôt être l'heure de réveiller le poisson rêve. Donc du coup, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente nuit, selon l'heure à laquelle vous avez écouté le Famicast. À très bientôt. On vous recontacte très bientôt sur le Twitter du Famicast pour vous donner le prochain sujet. Et ce devrait sortir aux alentours du 15 septembre pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Ciao.